Podcast chez Cavan, en collaboration avec Hockey Ballers, DA Sport, deck pour qui s'abreuvoit, rénovation calfeutrage Alcam, deck RDP, Future Generation Sport Collection Card, cadence virtuelle. Prépare-toi, l'échec avant arrive en direct dans ton écran dans quelques instants. Podcast du 29 octobre 2024. C'est parti! Robidoux vers Duguay. Duguay attend patiemment. Vers Robidoux. Un tir! Et but! Jean-Simon! Robidoux! Bidou! Et Jean-Simon Robidoux à la mise en jeu. C'est Francisquez qui s'est roué sur la balle. Attention sur le bord de Robidoux. Francisquez! Goal! Chase! Mesdames, messieurs, bonsoir à tous et bienvenue à votre échec avant, le podcast sportif, là où tous les amateurs de sport se donnent rendez-vous en grand. Ce soir, vous l'avez vu en début d'ouverture, le segment LNH du haut de la passerelle avec Cédric Paquette et Simon Orphanos qui devrait nous rejoindre sous peu, lui qui a quelques petits problèmes techniques. Cédric, comment vas-tu? Ça va super bien, Marco, toi? Ça va bien, j'ai oublié de dire en entrée de jeu la voix mielleuse de votre échec avant, mesdames, messieurs. Oh, je crois là que Simon n'arrive pas à régler son petit problème. Je vais juste lui répondre là. Mais d'entrée de jeu, mesdames, messieurs, ce soir, 3 segments seront en vedette pour vous. LNH, NFL avec Pierre-David Bolduc et la LCF avec Cédric qui aura droit à un petit 30 minutes de break entre les deux segments. Ce soir, on revient sur les derniers matchs du Canadien de Montréal depuis la semaine dernière. Oh, Simon, ça semble avoir fonctionné. Ouais. Il reste juste à voir là, si tout fonctionne pour lui. Simon, 1-2-1-2, Tess? Je suis là. Simon Problème est là. de Wi-Fi, ça a l'air, je sais pas trop si c'est le Discord ou le Wi-Fi, ou en tout cas, I'm back. Là, ce qui fonctionne, c'est que le Wi-Fi fonctionne, Arbor est dans le line-up, Simon est là, on est correct. Yo, on est prêts, je m'en vais jouer à la place de Maillot. Oh, à la place de Maillot, ok. Simon, Moi, comment juste vas-tu? une minute. Ça va bien, vous autres, les boys. Ça va bien. Ouais, yes, Simon, ça a été un peu moins bien pour le Canadien contre les Rangers la semaine dernière. À la base, on n'était pas très optimiste au niveau de la rencontre contre les Rangers et ça s'est pas déroulé comme prévu justement. Là. Non, vraiment pas, mais tu sais, les Rangers, c'est une force de frappe, là, on va se le dire. C'est sûrement un des clubs les plus prétendants à se rendre jusqu'au bout, là. Tu sais, regarde leur top 9, c'est juste incroyable, là. N'importe quel joueur du top 9 pourrait jouer sur un premier trio dans pas mal d'équipes, en fin de compte. Fait que, ils sont bien nantis dans la défensive, ils sont bien nantis devant le filet. Tu sais, ils ont vraiment tout pour pouvoir aller jusqu'au bout. Fait que, contre le Canadien, qui est une jeune équipe, pas sûr que ça va fonctionner. Est-ce que vous m'entendez encore, les boys? Oh ouais. Oh, oui. OK. Je sais pas pourquoi ça vient de capoter, moi, mais en tout cas. J'ai un problème avec mon ordinateur Wi-Fi, je sais pas trop. Mais ouais, c'est ça. T'sais, les Rangers sont vraiment compétitifs pour aller jusqu'au bout. Fait que le Canadien est vraiment pas rendu là dans son stade. Là. De compétitionner avec une équipe comme ça, c'est difficile parce que le Canadien est toujours en apprentissage de comment jouer contre ces équipes-là qui sont prêtes à gagner demain matin. T'sais. Est-ce qu'on aurait mérité avoir un meilleur effort? Ça, c'est sûr et certain. Faut dire que, tu sais, au début, après les 2 buts de Suzuki, on s'est dit, OK, on est de retour dans le match, tout ça, mais finalement, les Rangers ont dit, non, ça va pas plus loin, on ferme le jeu, puis on enfonce le clou dans le cercueil, là, puis ils peuvent le faire, parce que, comme je vous l'ai dit, la force de frappe est tellement énorme du côté des Rangers que ça va être difficile pour le Canadien cette année de se battre encore contre des équipes comme ça, surtout avec
beaucoup de jeunes joueurs puis des gars qui n'ont pas encore assez d'expérience contre des équipes comme ça. Ça a quand même été 3 buts coup sur coup, même je dirais 4 buts consécutifs pour les Rangers en première période. Notamment le premier de Mika Zibanejad à 54 secondes du début du match. Ensuite, un deuxième but où je dirais que les défenseurs du Canadien avaient beau être sur la glace, ils n'avaient pas la tête sur la glace. Un drôle de but où Samuel Montembeault a comme été surpris par le fait que ses défenseurs n'étaient pas là du tout. On parle de la défensive du Canadien qui n'a pas été là. Ça n'a pas été évident pour Samuel Montembeault non plus, qui a rapidement été mis sur le banc par Martin Saint-Louis. Est-ce que Samuel Montembeault est à blâmer dans ce début de match-là pour le Canadien si on voit ce que la défensive a donné au bout du compte? Je pense pas que c'était de sa faute à lui précisément. Là. Je pense que c'était un effort collectif là, de défensive. Comme tu as dit, le deuxième but, c'était une bulle au cerveau là, de ne pas patiner pour aller chercher le dégagement refusé. Puis je pense que le match aurait pu prendre une autre tournure assez vite aussi. Lane Hutson a failli compter dans les 15 premières secondes du match, je pense. Là, on va chercher ce but-là du côté du Canadien, c'est un autre match complètement. Donc je pense pas que c'est la faute à Montembeault. Je pense qu'il aurait été capable de nous garder dans le match si ça avait débuté autrement. Mais je pense que c'est la bonne décision de l'enlever. Là. Tu veux pas non plus qu'il se fasse poivrer, comme on dit là, au Québec, de but tout le match. Là. Je pense que c'était pour sa confiance aussi. Puis laisser un petit peu de temps sur le banc, là, ça donnait plus rien à un certain moment de le garder là. Ben, je suis tellement d'accord avec toi, Cédric. C'est exactement ça. Puis je pense qu'il a voulu juste ralentir les choses. Martin Saint-Louis a décidé, tu sais, regarde, on va prendre un step back, là, on va prendre un 30 secondes, on va changer de gardien de but. Ou est-ce qu'il aurait pu prendre un temps d'arrêt? Par exemple, moi, j'adore Martin Saint-Louis, puis on a entendu plein de critiques dans les dernières semaines sur Martin Saint-Louis. Puis je pense qu'ils ne sont pas justifiés, encore pas pour le moment, du moins. Mais par exemple, là-dessus, je pense qu'il devrait avoir peut-être un peu plus de. J'aime pas dire vélocité, mais peut-être plus un peu plus de grip là-dessus, de prendre son temps d'arrêt quand ça marche moins bien. Juste le fait de faire pas paniquer tous les joueurs, les jeunes joueurs surtout, tu sais. On calme les choses, regarde, les boys, on est encore dans le game, mettons, exemple, c'est 2-0 ou c'est 3-0, mais prenez, il reste encore 50 minutes à jouer au match, on step back, goalie, Sam, t'es-tu correct? Le temps d'arrêt, il peut être important, il ne faut pas le garder juste en fin de match quand on perd 2-1 et qu'on essaie d'égaliser la game. C'est pas juste pour ça un temps d'arrêt. Le temps d'arrêt aussi, il sert à plein d'autres choses. T'as un gars qui fait le moins bien, mais tu veux le garder parce qu'il vient de bloquer un shot, mais tu veux le garder sur la glace pour le prochain chiffre parce que c'est important. Puis tu vois qu'il a mal, ton temps d'arrêt, ça peut être pris dans ces moments-là. Fait, je suis totalement d'accord avec toi ça là-dessus, que Montembeault n'aurait pas changé. Ça n'aurait pas changé grand-chose de garder Montembeault dans le match. C'était mieux de l'enlever pour pas qu'il se fasse poivrer. Comme tu dis, c'est le bon terme, là, exactement. Sa confiance en soi ébranlée. C'était la bonne chose à faire, mais Martin Saint-Louis devrait peut-être prendre son temps d'arrêt plus souvent quand ça a tendance à aller vers la pente descendante dans le match. On calme les choses. Mais tu sais, c'est une progression aussi, je pense, avec le coach autant qu'avec l'équipe. On a parlé souvent que le coach évolue en même temps que l'équipe parce que Martin n'a pas plus d'expérience vraiment que beaucoup de joueurs dans cette équipe-là au niveau coaching. On va voir ce que ça va donner, mais je pense que juste ce petit ajustement-là peut faire une très grande différence dans certains matchs. Très intéressant, les gars. De bons propos là, soulignés par le coach Simon Orphanos. À JC, à TVA Sport, on a le coach Michel Bergeron, puis à l'échec avant, on a le coach Simon Orphanos. Rapidement, en résumé, là, le Canadien qui s'est incliné 7-2, 1-3 en avantage numérique, 2-3 en désavantage numérique. On en parlait la semaine passée, Cédric, avec Christopher, Nick Suzuki qui se faisait un peu silencieux. Un doublé pour le Canadien, pour le capitaine du Canadien, dont un superbe but, là, on peut le dire, là, une belle feinte à l'endroit de Igor Shesterkin. On l'a dit là, d'entrée de jeu, les Rangers qui ont capitalisé sur leur force assez rapidement dans la rencontre, inscrivant 4 buts consécutifs. Le Canadien est venu réduire l'écart à 2 buts. Et ensuite, là, ça en est suivi une poussée de 3 autres buts des Rangers là, pour mettre le clou dans le cercueil. 45-23 les lancés en faveur des Rangers. Il y avait 3 rencontres au total depuis le dernier podcast. Ensuite, là, le Canadien qui avait eu 3 jours de repos. Ça a brassé aux entraînements. Martin Saint-Louis qui était pas content. Les joueurs non plus. Jake Evans qui s'est levé en disant « Moi, je suis tanné de perdre. Faut que ça change.
On va en parler notamment de Jake Evans qui joue du très très bon hockey là, avec le trio là, composé de Anderson et Gallagher. Le Canadien qui recevait les Blues de Saint-Louis au Centre Bell. Une victoire de 5-2 du tricolore. Donc, le Canadien là, qui s'est relevé de sa lourde défaite contre les Rangers. Avec notamment Jake Evans, Kirby Dach, Alex Newhook, Cole Caulfield, qui je sais pas combien de chances aura-t-il raté dans la rencontre. Yoel Armia qui a inscrit un but dans un filet désert. 1 en 3 encore en avantage numérique. 3 en 3 au niveau du désavantage numérique. Et là, de mémoire, Samuel Montembeault qui était le gardien d'office dans cette rencontre-là contre Jordan Binnington. Ça a été quoi, globalement, là, votre pensée de ce match-là? Là? Ça a été un très très fort match pour le Canadien. C'était le temps là, qu'il fallait qu'on se relève de la série de défaites, 4 défaites de suite. C'était vraiment le moment là, de rebondir. Un gros match, un gros effort de tout le monde. Comme tu l'as mentionné, j'ai beaucoup aimé là, dans les 2 matchs en fin de semaine l'effort de Jake Evans. Moi, il me surprend là, depuis le début de la saison. Il joue très 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 bien. Puis Kirby Dach là, qui est revenu un peu à ses moyens aussi. Ça a aidé de le mettre sur le premier trio. Là. Je pense qu'il est encore sur le premier trio pour le match de ce soir, malgré le retour de Slafkovský. Donc, ça, je pense que c'est une bonne chose là, qu'il a réussi à se réveiller. Je suis content de voir Newhook contre un but aussi. C'est sûr que c'est un but, il y avait le filet ouvert, mais c'est un but tout de même. Faut qu'il se remette sur la traque lui aussi. Donc, je pense que c'était un très très bon match overall là, pour le Canadien. C'est bon. Ouais, exactement. Regarde, il fallait qu'ils rebondissent, il n'y avait pas le choix. Puis je pense qu'ils ont eu les 3 jours de préparation où est-ce qu'ils ont pu se reposer un peu, puis tu sais, revenir en force, puis de juste régler certains petits ajustements à faire. Ça l'a aidé beaucoup. Puis juste de refaire confiance aussi à Samuel Montembeault tout de suite. On n'a pas fait l'inverse. On n'a pas mis Primo pour le premier match au Centre Bell contre les Blues, puis revenir avec Montembeault pour le deuxième affilié. On a fait l'inverse. Vas-y, Sam, t'es notre numéro 1. On t'en donne la chance de revenir et de nous gagner ça. Ça, c'est un gros point important à amener. Puis, regarde, qu'est-ce qui est bon, c'est que tout le monde a noirci la feuille de pointage dans ce match-là. Fait que Kirby Dach, t'en as parlé, Ced, va prendre. Tu vois déjà à partir de ce match-là, a commencé à se remettre un peu dans le bain dans son moule game. Il est là, tu le vois qu'il est plus alerte. Il repense, il repense moins, je pense, sur la glace, puis il s'amuse, il joue au hockey avec Suzuki puis Caulfield. Est-ce que c'est un allié? Est-ce que c'est un centre? Là, on commence à se poser la question, puis c'est sûr que ça va ressortir encore et encore, surtout s'il continue à produire comme ça à côté de Caulfield et Suzuki. Le retour de Slav ce soir, fait qu'on va voir ce que ça va donner là-dessus. Mais ouais, tu sais, il y a plusieurs bons points, puis Jake Evans, comme tu en as parlé un peu, là, les boys, vous en avez parlé, Evans, pour moi, est le joueur le plus complet depuis le début de la saison chez le Canadien de Montréal. Ce gars-là est en mission, ce gars-là ne veut pas perdre. Vous allez me dire qu'il joue pour un contrat. Right? C'est tout le temps dans ces moments-là, souvent qu'on voit les joueurs élever leur jeu d'un cran, mais je pense qu'il a pris un autre step encore cette année, puis il s'affirme comme étant un joueur de centre de 3e trio. Dans une très bonne équipe, c'est un centre de 4e trio. Pour nous, il peut être un très bon joueur de centre de 3e trio. Puis s'il se dégêne un peu, je pense que, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je pense qu'il peut amener encore un peu plus d'offensive. Parce que son jeu défensif est parfait à Jake Evans. C'est un joueur qui est très, très stable, très, très fiable défensivement. Mais offensivement, là, Jake Evans a un très bon patin, peut-être un des meilleurs du club avec Newhook. Puis, en plus, il a quand même une bonne vision offensive. C'est juste qu'on dirait qu'il ne se fait pas assez confiance à lancer au filet, à attaquer. Des fois, on le voit appliquer les freins puis attendre des coéquipiers quand il y aurait une opportunité d'aller vers le filet et de lancer. Vas-y, Jake. Si tu m'écoutes, là, je pense pas qu'il t'écoute, mais vas-y, Jake. Lance, shot, fais-toi confiance, bud, parce que tu l'as, t'es capable, puis t'es capable de l'amener ta petite touche offensive, toi aussi. Fait regarde, c'est de bon augure, en tout cas, de ce côté-là. Puis ce trio-là est sûrement le meilleur depuis le début de la saison, là, avec Josh Anderson et Gallagher. J'ai souvent comparé Jake Evans à Philippe Danault sur le côté à 5 contre 5, le côté défensif. Le côté offensif, un peu moins, parce que justement, étant sur un 4e trio, t'as un peu un travail clé. T'es un peu là pour un travail fixe, sortir les rondelles de la zone défensive, domper la rondelle en fond de zone offensive, brûler du temps, retourner au banc. Ouais. Mais Jake Evans, justement, est capable d'amener de l'offensive, puis même en désavantage numérique, parvient souvent à amener la rondelle en zone adverse, à brûler du temps, à avoir des chances. T'as parlé de Jake Evans qui a une bonne vision de jeu, qui a un bon lancer,
Qui dit bon lancer, dit Cole Caulfield. À quel point Cole Caulfield est en confiance et est en mission cette année. Je parle pas en peur parce que, comme j'ai dit la semaine dernière, Cole Caulfield, l'an passé, a eu le même style de départ. Plusieurs buts en peu de matchs. A eu un départ similaire. Puis après ça s'est corsé. Ça a été plus difficile. Qu'est-ce qui fait en sorte que Cole Caulfield a l'air différent à l'an passé, malgré le début de saison similaire? Ben, je pense que, comme tu as dit, là, il est en mission. Je pense qu'il y a une partie de ça là, qui revient au décès de Johnny Gaudreau. Il porte le numéro 13 maintenant pour lui. C'est sûr qu'il ne veut pas décevoir personne pour cette saison-là. C'est une saison qui est importante pour lui au niveau personnel, au niveau émotionnel. Puis, ben, je pense aussi que l'année passée, c'est sûr qu'il y a eu la saison au complet pour s'en remettre, mais il revenait d'une blessure à l'épaule. Il y a eu un bon début de saison. Après ça, peut-être qu'avec l'usure, ça s'est mis à se compliquer un peu. On va voir là, avec le restant de la saison si ça fait du sens de penser ça finalement, s'il continue sur sa lancée pour le reste de la saison. C'était peut-être ça qui s'était passé l'année passée. Puis là, en parlant là, de sa production pour le reste de la saison, on a vu aussi Suzuki qui a eu un début de saison un petit peu plus lent, qui commence à embarquer vraiment beaucoup plus dans l'offensive que dans les premiers matchs. On va voir si ça aussi, ça peut aider Caulfield à produire pour le reste de la saison. Mais je pense que c'est pas mal. Il est en mission là, cette année. Je pense que c'est une saison importante pour lui. Ouais. D'accord. Mais Suzuki a toujours des lents débuts de saison. Ça y prend toujours un 7-8 matchs avant de se mettre sur sa lancée, puis après ça, il est plus arrêtable. Ce gars-là, il manque pas de match, jamais blessé, on touche à du bois. C'est un gars qui est fiable autant offensivement que défensivement. Tu sais ce que Nick Suzuki va t'amener soir après soir. T'sais. Sauf qu'à chaque année, depuis son entrée dans la Ligue nationale, depuis qu'il est stable, en fait, dans un alignement de la Ligue nationale, c'est tout le temps ça, c'est des lents débuts de saison. Fait qu'imaginez si au match numéro 1 jusqu'au match numéro 7-8, il serait déjà parti sur sa lancée et il aurait peut-être déjà atteint son 82 points par match, un point par match. Là. Fait que est-ce que Nick Suzuki peut amener Slavkovski ou Kirby Dack à se développer encore plus, autant que Cole Caulfield le fait en ce moment, parce que Caulfield, si on vient à ça, parce que je pense que c'est ta question initiale, Marco, que Cole est en mission, puis c'est vrai que le numéro 13 de Johnny Gaudreau, tout ce qui s'est passé alentour de ça, je pense que ça donne un hype de plus. Tu le vois à chaque but qu'il marque, première affaire qu'il fait, il ne regarde pas ses coéquipiers, c'est en l'air, puis il pointe souvent le ciel. T'sais. C'est touchant, puis je pense qu'à cause de ça, peut-être pas juste à cause de ça, parce que Cole a un talent offensif puis de scoreur, on le sait tous, mais ça aide beaucoup à ce qu'il soit dans une certaine bulle, dans une certaine mission à être le meilleur sur la glace cette année. Puis quand il utilise son tir, Caulfield, il est un des plus dangereux de la Ligue nationale. Là. Son tir des poignets, encore plus que son lancer frappé, même s'il y en a un bon, son tir des poignets est dévastateur. Son release est très bon. Là. Fait que moi, Cole, j'ai pas de problème à ce qu'il lance 7, 8, 9 fois sur la glace. Là, des fois, on le voit, puis moi, j'entends du monde chialer. Hey, il tire beaucoup, puis il manque le net, puis ouais, mais c'est ça un scoreur. Un scoreur, il faut que ça lance au filet. Oui, il va le rater le filet 2, 3, 4, 5 fois. Il va en tirer une dans 2, 3 dans la bédane du goaler. OK, sauf qu'un scoreur, c'est ça. S'il ne shot pas au net, il n'est pas dans sa game. Il ne file pas la rondelle. Il faut que Martin Saint-Louis dit souvent les touches, ben, il faut que les joueurs aient des touches. Cole Caulfield, sa touche, lui, c'est de lancer au filet. Fait que donnez-en la rondelle, puis c'est sûr qu'il ne regardera pas tant à droite puis à gauche. Lui, sa mission, là, c'est de lancer au filet, puis on veut qu'il lance au filet. Le but qu'il a compté la dernière fois là, contre les Flyers, ça a passé à travers le goaler des Flyers. Il ne savait même pas qu'il avait compté. Mais c'est ça. Cole Caulfield, c'est je prends la rondelle et je lance au filet. Il n'y a pas d'autre jeu à faire. C'est ça un scoreur. Demandez à Austin Matthews voir s'il regarde à droite et à gauche. Non, il lance. Il est parti. Cole. 40 buts cette année. Écoute, si la tendance se maintient, Cole Caulfield peut non seulement atteindre les 40 buts, mais pourrait frôler le 45 si c'est pas le 50. Seulement si, et je dis bien si, la tendance se maintient. Résumé rapide de ce match-là, à savoir Kirby Dack, c'est 1 but, 1 passe. Nick Suzuki, c'est 2 mentions d'aide dans cette rencontre-là. Le Canadien 1-3, encore une fois en avantage numérique. 3-3 pour le désavantage numérique. Présentement, le Canadien, au niveau du désavantage numérique, est 3e dans la Ligue nationale à 90,3% d'efficacité. Puis on pourrait même dire qu'ils sont 2e puisque Dallas et Nashville sont à égalité à 93,1%. Au niveau du désavantage. Niveau avantage numérique, le Canadien est 7e à 25,8% d'efficacité.
depuis le début de la saison, ce qui est quand même là, très, très, très satisfaisant. Le Canadien qui, jusqu'à maintenant, là, est capable d'inscrire au moins un but à chaque rencontre en avantage numérique. Donc, c'est sûr que c'est pas du 3 en 3, c'est pas du 4 en 4, mais si on est capable d'aller chercher un but par-ci par-là en avantage numérique, ça peut être un but au bout du compte là, qui te fait gagner le match, qui te fait ramasser des points. Donc, assurément, là, du côté... Il n'y a pas une équipe qui va te compter. Ça, il faut que j'arrête ça, il faut que je te coupe. Marco, je suis désolé, j'entends ça aussi souvent. Là. Puis ça, je pense que ça vient me chercher au plus profond de moi. Là. Il n'y a pas une équipe qui va compter 3 en 3, 4 en 4, 5 en 5. Même pas les Maple Leafs avec leur force de frappe à 5. Même pas le Lightning quand ils ont leurs 5 meilleurs joueurs. Les Rangers qui sont une force. Non, il n'y a pas une équipe. La seule affaire, c'est qu'avec ton avantage numérique, il faut peut-être chercher du momentum. Si tu perds ton temps à seulement aller chercher la rondelle derrière le filet, ou si tu fais juste des passes qui rôdent à l'entour du filet et à l'entour de la bande, ou tu joues en zone centrale avec la maudite passe par en arrière, ça ne fonctionne pas. Passe du temps en zone adverse et décoche des lancers au filet avec 1 ou 2 hommes au filet. Ça sert à ça l'avantage numérique. C'est pas juste être 3 en 3 ou 4 en 4 à la fin de la game. C'est d'être 1 en 4 à la fin de la game, mais que tu es allé chercher du momentum, puis qu'après ce power play-là, tu vas écrire dans les statistiques, mais 35 secondes après l'avantage numérique, tu étais encore dans leur zone, puis tu as scoré un goal. Fait que c'est comme si c'était un but en avantage numérique, parce que le 35 secondes que tu as passé après l'avantage numérique, après le momentum de celui-là, ça t'a donné ce but-là, ça t'a donné ce momentum-là. Fait qu'il faut que tu ailles voir plus loin que juste les statistiques. Le monde me regarde et ils me disent ouais, mais hey, power play à soir, 1 en 6, hein? Ouais, 1 en 6, sauf qu'on a scoré quand même 1. Puis sur les 6 autres, peut-être qu'il y en a 3 autres qui nous ont donné un certain momentum, puis qu'on a travaillé dans le fond de zone, puis qu'on les a brûlés, puis qu'il y a un gars qui a bloqué 2 shots, puis qui s'est fait mal, puis qui n'est pas revenu dans le game. Puis ça amène à tout ça. Il faut voir juste un peu plus loin. Fait que s'il vous plaît, le monde, là, quand vous me dites hey, Canadien, 1 en 4 à soir, 1 en 6. Hey, oui, mais regardez plus loin que les statistiques parce que c'est pas juste les stats. C'est vraiment ce qui s'est passé sur la glace, c'est comment ça s'est joué. Si on était en zone centrale et qu'on s'est fait faire 4 dégagements dans le powerplay, OK, je suis d'accord. Mais s'il y a eu un momentum et qu'on a rôdé à l'entour du filet, on a pogné un poteau, le gardien a fait 3 beaux arrêts. Tu sais, qu'est-ce que tu me demandais de plus? Non, exact, 100% d'accord. Puis ce qui est intéressant depuis le début de la saison, c'est qu'on a parlé la semaine dernière également, là, puis je veux pas m'éterniser, mais le Canadien domine dans son avantage numérique. Les entrées de zone sont plus rapides avec un Lane Hudson qui casse des chevilles. Même Nick Suzuki, ses entrées de zone sont plus en contrôle. Le Canadien s'organise rapidement, s'installe dans la zone. La rondelle circule. On lance au filet. C'est plus juste la petite passe Suzuki à Caulfield. Il y a de la circulation devant. Hudson qui joue de droite à gauche, qui amène la rondelle partout. Donc, je crois qu'il y a du positif à voir. Puis, justement, là, que ce soit 1 en 4, 1 en 5, 1 en 6, c'est pas le 1 en 5 qui est important. C'est comment ont été les avantages numériques dans les rencontres. Exact. Le dernier match là, qui est à suivre, c'était Canadien Flyers. On avait un 2 en 2. Kaden Primo qui était là contre le jeune Kolosov qui disputait son premier match dans la Ligue nationale. Suzuki encore une fois un but. Caulfield un but en avantage numérique d'un angle, mes amis là. Ramasse la rondelle, la dépose, tire entre les jambes du défenseur. Ça a rentré dans un trou aussi gros que Cole Caulfield. Ça a battu le gardien Kolosov. Le gros Kirby Dach qui est en avant du net. Encore une fois, 1 en 2, 50% d'efficacité. 3 en 3 en désavantage numérique. Encore une fois. Les gars, rapidement, votre impression sur ce match-là qui a failli jouer un tour au Canadien en fin de match, là. C'est ça que j'allais dire, justement, un fort match jusqu'aux 3 dernières minutes où on s'est fait compter 2 buts, ça a passé proche. Mais je pense que Primo a quand même bien paru dans l'ensemble. Pas eu un mauvais match. Puis là, c'est là que ça devient important de gagner des 2 en 2. Quand on va chercher 2 victoires comme ça, on remonte au classement super rapidement. Là, on voit là, en ce moment, la division du Canadien, c'est la division la plus serrée dans la Ligue. Il y a 6 équipes qui sont exactement à 500, qui ont 4 victoires, 4 défaites. Donc, c'est des 2 en 2 comme ça qui vont te chercher des places au classement, qui te rapprochent des séries, qui te gardent dans le mix. Là. Tout le monde utilise ce mot-là présentement. Là. C'est ça qu'il faut. Puis c'est là que Primo, faut qu'il fasse sa job, puis qu'il l'a fait dimanche passé. Il est allé chercher le deuxième match en 2 soirs quand un goaler comme Montembeault, on en a parlé plusieurs fois, n'est pas nécessairement capable de goaler 2 forts matchs en 2 soirs. Primo, il a juste besoin d'aller chercher le deuxième match, de donner une bonne performance. L'équipe va chercher la victoire, puis c'est ça qu'on a besoin.
C'est exactement ça. Bon, pour vrai, j'ai pas grand-chose à rajouter sur ton commentaire, ça, d'abord que il faut que le Canadien arrête de se tirer dans le pied dans les fins de match, qu'on joue avec autant d'ardeur que les 55 minutes qu'on a joué auparavant, parce que les Flyers n'étaient pas dans le coup, mais pas du tout dans ce match-là. Ils essayaient juste de survivre. On leur a donné ça de chance. Ils l'ont pris. Après ça, on a joué ses talons. Bang! Ils sont revenus. Une chance qu'il restait juste 1 minute 14 à faire au match, parce que s'il en restait 6, d'après moi, ça s'en allait en fusillade, cette affaire-là. Il faut juste, oui, la jeunesse encore de l'équipe, sauf qu'à un moment donné, il faut que tu saches fermer le jeu quand c'est le temps. Puis là, j'ai dit la jeunesse, mais en même temps, je me souviens d'un jeu d'un vétéran, on n'a pas nommé Christian Dvorak, que j'adore. Quel mauvais jeu en zone centrale. C'est lui qui fait que le Canadien est pris dans son territoire après. Tu as juste à lancer la rondelle. Il était à la ligne bleue, à la ligne rouge, je veux dire. Il a juste à lancer la rondelle derrière le filet. Tu es un vétéran dans cette ligue-là, man. Il se complique la tâche à essayer de garder la rondelle sur le bord de la bande. Bud, on joue contre les Flyers. Et les autres, ils veulent essayer de créer l'égalité. Ils veulent essayer de faire de quoi là, que la game ne soit pas terminée. Puis toi, tu fais ce jeu-là. Ça n'a aucun sens. Mais tu sais, oui, il faut que le Canadien apprenne à fermer les livres plus tôt. Puis ça va venir avec le temps, là, je pense. Mais dans l'ensemble, ça a été un bon match du tricolore. Je veux vous entendre rapidement. Là, il y a une question d'un auditeur, mais avant de m'y rendre, je veux prendre un 30 secondes, Simon, 30 secondes, Cédric. En début de match, il y a eu une altercation entre Arber Xhekaj, Sean Couturier, puis Nick Seller qui est arrivé en arrière, qui est allé le chercher. Arber a été le seul chassé pour investigation. Ça a été l'investigateur. C'est lui qui est allé chercher Couturier, qui a droppé les gants pareil, même s'il voulait pas. Arber a été le seul chassé. Ça a été quoi votre impression par rapport à ça? Parce que moi, j'ai été furieux pour vrai sur mon divan. Je comprenais pas. T'as un troisième homme là-dessus. T'as 2 gars qui ont droppé les gants. C'est seulement Arber qui a une pénalité mineure. 2 minutes d'avantage numérique pour les Flyers. Ça a été quoi votre impression rapidement? Vas-y, ça, je vais casser de quoi. C'est les stages du deuil, c'est quoi? Tous les stages du deuil sauf l'acceptance. Le déni, la colère, la dépression, tout ce que tu veux. Je comprends pas. Moi, je connais pas toutes les règles, mettons, mais j'ai regardé la game avec mon père, puis mon père qui m'explique la règle du troisième homme. Quand il y a une bataille, puis il y a un gars qui s'en vient pas de gants, c'est une expulsion automatique. Nick Seeler est arrivé, pas de gants, a ramassé Xhekaj, l'a mis par terre. L'arbitre a pointé Seeler, a fait signe qu'il allait le sortir et ne l'a pas sorti. J'écoutais à RDS et j'ai aimé le commentaire de Marc Denis qui disait qu'il aurait compris que Xhekaj et Seeler soient mis au banc de punition pour 2 minutes, disons, puis que Couturier n'avait pas de pénalité parce que, veut pas, ils ont droppé les gants, mais ils ne sont pas battus. J'aurais pu concevoir ça, même si je pense qu'il y aurait pu avoir une pénalité pour s'être battu, il a quand même droppé les gants. Moi, je comprends pas comment Seeler n'a pas eu aucune pénalité, puis c'est pas comme si il est arrivé puis il avait breaké avant de se rendre dans la bataille, il a mis Xhekaj par terre. Pendant ce qui allait être une bataille, moi, je peux pas comprendre que l'arbitre qui a fait signe qu'il allait le sortir est revenu sur sa décision qu'après avoir consulté les autres arbitres qui étaient même pas proches du jeu, là, c'était l'arbitre le plus proche du jeu qui était juste en arrière de la bataille qui a fait signe. Il revient sur sa décision, moi je comprends pas ça. Je comprends pas. Là, je vais essayer de pas m'emporter, là. Mais manque de jugement total. 2 de cabochon. Ces arbitres-là, là, honnêtement, ne devraient même pas revenir dans un match de la Ligue nationale cette année parce que ça fait honte à toute la Ligue nationale. Il y a des maudites limites à avoir de l'air des caves. Sérieusement, là, comment tu peux pointer le joueur, comme tu as dit, Seb, puis les 2 autres droppent les gants, même si Couturier ne voulait pas le faire, c'est le premier à lâcher ses gants parce que Arber, il sait que lui, il est sur le spotlight, là. C'est sûr qu'Arber s'en va au banc des punitions. Il est allé le voir, il a dit à Sean, tu droppes-tu? Sean, il voulait pas, mais gars, il dit, j'ai pas le choix, il est drop. Déjà là, en partant, OK, il n'y a pas de coup. C'est 2 minutes chaque barre pour Rudess. Les 2 out. L'autre cabochon à Seeler qui arrive, qui part du banc à toute vitesse, comme si c'était une Formula 1. Il rentre dans le dos à Xhekaj. Le ref, il pointe, t'es out. Il est pas out, il regarde les bannières, il fait, gars, c'est ça, t'es un Flyers. Non, man. T'es suspendu en plus de ça, cabochon. Il y a des gars qui sortent du banc de même, puis tu peux sauter sur le joueur, puis t'es pas puni. Mais colère. Pourquoi qu'Arber Xhekaj peut pas se battre, puis après ça, on le chasse pendant 2, 5 et 10, on sort de la game. C'est facile de sortir un gars comme Xhekaj, comme Reeves, comme Deslauriers contre Olivier.
C'est facile de sortir ces gars-là, mais quand c'est le temps de sortir un défenseur qui fait sa job, puis que là, c'est Jacker qui est impliqué, ça, on y touche pas. Mais mes deux herbes, vous autres, vous êtes à l'amende, puis vous ne faites plus de l'année, mais je suis à bout de ce comportement-là. Pourquoi que eux autres s'en tirent quand que les joueurs, eux autres, c'est correct, tu sais, on va vous chasser, on va vous donner l'amende, vous avez fait de quoi de mauvais. Mais l'arbitre, par exemple, hey, et puis ça, mon chum, là, ça, c'était une mauvaise. Man, je suis à bout de ces décisions stupides-là, que j'en échappe toutes mes affaires. Ça, là, j'étais sur le bord de crier ça un coup de poing dans ma télévision, là, ce soir-là. J'ai dit, ça n'a aucun bon sens. L'autre fois, j'avais plus de voix, je pense que c'est en partie pour ça. Fait que, moi, ces décisions-là viennent me chercher au plus profond de moi-même, là. Chris-moi une volée à la place de regarder ces affaires-là, j'aime mieux ça. Les gars, Moi, je me souviens quand Simon il a dit qu'il allait pas s'emporter juste avant de s'emporter. Ça, c'est juste un petit emportable, là, c'est pas grand-chose. Là. Ça, c'est pas grand-chose. C'était Regardera le une game début de la fumée là, qui commençait à sortir tranquillement. Les pompiers viennent même pas pour ça. Là. C'est tout le temps qu'on avait. On avait la question là, de Gabriel. Une maudite chance, j'étais en train de faire une crise de cœur, moi, là. La question de Gabriel Paquette-Aubertin, rapidement, là, qui nous demande « Avec qui voyez-vous Patrik Laine jouer à son retour au jeu? » Moi, rapidement, là, pour vrai, j'aurais peut-être un Laine, Newhook, Slavkovski, ou si on remet Dak, peut-être Dak, Newhook, Laine. Rapidement, là, un 5 secondes chaque, là, ce serait quoi vos Pas mal vos exactement idées? comme tu as dit, là, je pense que c'est pas la même chose. Ça va dépendre de si Dak continue à produire là, sur le premier trio, s'il décide de le changer avec Slavkovski. Ouais, pour moi, c'est ça. Pour moi aussi, Dak resterait peut-être avec Suzuki puis Caulfield si la ligne fonctionne toujours bien. Puis je mettrais Laine avec Newhook puis Slavkovski, c'est la deuxième. Mais encore là, c'est interchangeable. Sauf que Patrik Laine va jouer sur les deux premiers trios, ça c'est sûr et certain, faites-vous en. Parfait, messieurs, ça a été un gros show, un gros 30 minutes, LNH. Simon, on se dit à la semaine prochaine. Je te laisse aller respirer là, avec le match Canadien-Kraken qui débute à l'instant. Cédric, on se revoit dans 30 minutes pour Soyez prêts, hein? S'il arrive une autre affaire de même avec l'arbitrage pendant que je regarde la game, je m'en viens en live, je pète une coche puis je ressors. On va t'attendre, on est prêts. Et nous, on déroule maintenant avec le deuxième segment de la soirée. Le segment 100% NFL sur le terrain avec nul autre que Pierre-David Bolduc. Pierre-David, comment ça va? Ouais, ça va bien. Je pensais que Warfield, d'entrée de jeu, parlait des arbitres de la NFL, mais je vois qu'on n'est pas tout seul à avoir des arbitres pourris dans la NFL. Il y en a aussi. As-tu vu la séquence de Arbor Jackay contre les Flyers? C'est inconcevable. Ça n'a pas de sens. Bon, maintenant, retournons là à la NFL maintenant. Ça a été encore une grosse semaine dans la NFL lors de la semaine numéro 8. De mon côté, 11 prédictions réussies sur 16. Ça a été quoi de ton côté au niveau des prédictions? 9 prédictions de mon côté, ça aurait pu être 10. Ce qui t'a permis d'être à 11 aussi, c'est la bêtise de Tyreek Stevenson du côté des Bears de Chicago qui a donné littéralement une victoire à Washington. On va en parler tantôt, mais vraiment, là, 9 victoires. Écoute, j'avais essayé, là, je sais pas si tu te rappelles, là, mais j'avais essayé quelques long shots. Il y en a qui ont réussi, il y en a qui ont manqué. Ça arrive, mais on va se reprendre cette semaine. J'ai plus confiance. Les Rams contre les Vikings, c'est le premier match qu'on veut revoir là, dans la semaine numéro 8. Les Rams qui ont causé la surprise contre les Vikings, qui encaissent un deuxième revers consécutif. Exact, on voit que la balloune commence à dégonfler là, du côté de Sam Darnold et les Vikings du Minnesota. Sam Darnold a été correct, fidèle à ses habitudes depuis le début de la saison, mais sans plus. On n'a pas eu un jeu au sol efficace du côté des Vikings du Minnesota dans ce match-là. Chez les Rams, on comptait sur le retour de deux excellents receveurs de passe en Puka Nacua et Cooper Kupp. Si ces retours-là avaient été confirmés le mardi, peut-être ma décision de prendre les Vikings aurait changé. Mais par contre, je pense que j'ai arrêté pareil avec les Vikings à cause de la saison globale qui avait réussi. Mais Puka Nacua, absolument incroyable comme retour, 7 réceptions, 106 verges. Cooper Kupp, 51 verges de réception, mais un touché. Donc, vraiment un grand retour pour ces deux receveurs de passe-là. Et les Rams sont beaucoup meilleurs que leur fiche à cause de ces deux receveurs de passe. Et rapidement, là, ça a été une belle performance de Matthew Stafford avec 4 passes de toucher dans cette rencontre-là contre les Vikings.
Autre rencontre là, à parler, c'est celle entre les Packers de Green Bay et les Jaguars de Jacksonville qui sont venus bien près de causer la surprise, mais les Packers n'ont pas sombré. Chapeau aux pauvres Jags quand même. Là. On n'a vraiment pas une bonne saison chez les Jaguars, mais on s'est présenté dans ce match-là. Chez les Packers, ce qui a fait la grosse différence, c'est le jeu au sol de Josh Jacobs. 25 courses, 127 verges, 2 touchés au sol. Trevor Lawrence a quand même été bon. A encore subi une interception par contre, mais plus de 300 verges par la passe quand même. Les Jags, on n'a pas une bonne équipe, mais on s'est présenté dans ce match-là. Une rencontre qui opposait, je pourrais dire, deux risées dans la NFL entre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et les Jets de New York. Rien ne va de plus pour Aaron Rodgers qui a amené Davante Adams avec lui à New York. Ça semble pas fonctionner jusqu'à présent. Là. Exactement. Puis c'est pour ça qu'on parle pas aujourd'hui, parce qu'il fallait laisser tomber des matchs. Là. C'est pour ça qu'on parle pas aujourd'hui de la dégelée des Lions de Détroit qui ont servi à leur adversaire. Il y a d'autres aussi matchs de bonnes équipes qu'on parle pas à cause de ce match-là. Les Patriots, c'est pas pour les Patriots qu'on parle de ce match-là. Qu'est-ce qui se passe avec les Jets? On a accordé 25 points à l'une des pires attaques de la NFL. En plus que les Pats, il avait été avec Drake Mayer pour commencer le match, mais finalement s'est blessé. C'est Jacoby Brissett qui a fini la rencontre. On a quand même gagné ça chez les Pats. Rien ne va plus chez Aaron Rodgers. Rien ne va plus. Davante Adams, encore une fois, un match tranquille de son côté. Vraiment, là, c'est très, très décevant ce qui se passe avec les Jets. En plus, qu'on avait parti l'année 2 victoires, aucune défaite. Le retour de Tua Tagovailoa qui affrontait les Cardinals de Kyler Murray. Ça a été quoi tes impressions sur le retour de Tua et les Cardinals qui se sont sauvés avec la victoire par un seul petit point? Et par un botté de placement à toute fin du match pour procurer la victoire là, aux Cards. Se sont sauvés avec la victoire. Ça, c'est le bon terme, mon Marco, parce que Tua a vraiment été bon. Les Dolphins ont pris l'avance tôt dans le match. On a gardé cette avance-là jusqu'à la toute fin du match chez les Dolphins. Vraiment, là, c'est décevant. Par contre, bon match pour Tua. A vraiment protégé le ballon, a surtout protégé sa tête là, dans ce match-là. Mais écoute, une remontée incroyable. Encore une fois, Kyler Murray guide ses Cardinals à une victoire importante. Plus de 300 verges par la passe. Trey McBride est extraordinaire avec 9 réceptions, 124 verges. Marvin Harrison Jr., plus de 100 verges. Là, le choix de première ronde là, cette année des Cardinals de l'Arizona. On va en parler cette année. À chaque fois qu'il y a des bons matchs, Marvin Harrison Jr., 6 réceptions, 111 verges, 1 touché. Vraiment là, un très bon match de la part des deux équipes. C'est dommage pour les Dolphins, mais ça a été ma seule long shot qui est passée. Les Eagles de Jalen Hurts sont-ils en train de prendre finalement leur envol après, je pourrais dire, là, depuis la saison passée, là, des semaines plus difficiles? Une victoire de 37-17 aux mains des pauvres Bengals. Ouais, c'est pas là. C'est une de mes mauvaises long shots, celle-là. C'est pas à cause de leur fiche que les Eagles avaient des points d'interrogation dans mon esprit. C'est surtout de la manière qu'on gagnait nos matchs, à bas pointage, contre des équipes qui n'étaient pas si fortes que ça non plus au classement. Là, on pulvérise littéralement les Bengals. Il n'y avait absolument rien à faire. On a limité le jeu au sol qui était rendu inexistant chez les Bengals. J'ai regardé ce match-là et vraiment là, très, très, très surpris pas juste la victoire des Eagles parce que je pense que il était avantagé dans ce match-là quand même, mais les Bengals sortaient d'une très, très bonne semaine la semaine dernière. Puis, vraiment, le Philadelphie, Jalen Hurts, seulement 20 passes tentées, on a été au sol. Saquon Barkley était absolument incroyable aussi. 4 touchés combinés pour Jalen Hurts, dont 3 au sol dans des faux filets d'assistés. Honnêtement, là, chez les Eagles, un match complet là, à tout point de vue. Qui aurait prédit que Jamal Winston aurait conduit les Browns de Cleveland à une victoire contre les puissants Ravens de Baltimore avec 3 passes de toucher dans la victoire pour Jameis Winston? Ça a été quoi ton impression? Là? Ça a été une surprise clairement là, dans cette semaine 8. Ouais. Clairement, une surprise. Les Ravens étaient absolument inarrêtables depuis un mois et demi. On en parlait au podcast de chaque avant. Derrick Henry avait des 100 verges, des 170 verges au sol. Mais chez les Browns, penses-tu que ça leur tentait de jouer pour Jameis Winston ou ils s'ennuyaient pas trop de Sean Watson, là, ses coéquipiers? Là? Non, clairement pas. Je pense pas qu'on s'ennuie de Sean Watson et je pense pas qu'on est prêt à vouloir le revoir là,
au poste de carrière prochainement non plus. Là. Ça va être intéressant de voir qu'est-ce qu'on va faire du côté des Browns. Est-ce que quand Deshaun Watson va être prêt à revenir, on va le réinsérer dans la formation ou on va peut-être tenter là, un move quelconque? Premièrement, pas juste à cause de son salaire, mais à cause de la personne, à cause du personnage de Sean Watson n'est pas échangeable, ça c'est certain. Ce qu'on pourrait faire, carrément racheter son contrat à la fin de la saison, ça va coûter extrêmement cher, ou littéralement le laisser chez eux, ou espérer encore des plaintes policières qui vont se finir par accusation pour que le contrat se termine par lui-même. Ça serait le meilleur des mondes pour Deshaun Watson. Chose sûre, tu peux pas sortir du Jameis Winston de là. Écoute, 334 verges par la passe, 3 passes de toucher, pas d'interception. Jameis Winston était absolument incroyable, a fait marcher des receveurs qui n'ont pas été fonctionnels du tout là, depuis le début de la saison. Vraiment, là, écoute, c'est une victoire. Là. Écoute, pour les partisans des Browns de Cleveland, je suis tellement content pour eux autres, mais là, j'espère qu'on fera pas un Joe Flacco 2.0 puis laisser partir Winston à la fin de la saison. On l'espère pas et ça va être assurément là à suivre du côté des Browns. Les Texans de Houston l'ont emporté face aux Colts d'Indianapolis et les Texans qui ont annoncé avoir perdu Stephon Diggs pour le restant de la saison. Ouais, on a appris ça aujourd'hui. Il avait été blessé durant ce match-là. Stephon Diggs avait un bon match en plus. S'est fait blesser au genou. C'est saison terminée. Saison terminée. On sait que les Texans souffrent de l'absence de Nico Collins jusqu'à la semaine 10. Donc, encore la semaine prochaine, Nico Collins ne sera pas là, le meilleur receveur de passe de la Ligue avant sa blessure. Va revenir probablement la semaine 10. Donc, il y a vraiment un trou là, chez les receveurs de passe des Texans. CJ Stroud s'est bien battu dans ce match-là, mais je commence à être inquiet. Anthony Richardson, là, qui revenait de blessure il y a quelques semaines, très, très difficile son jeu par la passe cette année. 10 en 32 pour une centaine de verges, des interceptions. Anthony Richardson, on perd 23-20. Là. On s'est pas fait pulvériser. Là. Les Colts ont gardé, la défensive a gardé cette équipe-là dans le match. Mais chez les Texans, encore une fois, c'est une victoire un peu à la Texans de Houston cette année. Là. Ça me fait penser un peu là, au match là, de Patrick Mahomes là, et les Chiefs de Kansas City. On en fait juste assez pour gagner. Puis c'est encore le cas chez les Texans de Houston en fin de semaine. J'aurais pensé qu'on aurait été chercher plus de points, mais c'est sûr que là, sans Nico Collins, Stephon Diggs se blesse. On le voit là parmi la NFL, dans les autres équipes. Quand nos deux meilleurs receveurs de passe sont blessés, c'est plus difficile offensivement. Les Falcons de Kirk Cousins l'ont emporté contre les Buccaneers qui, malgré de lourdes pertes au niveau de l'offensive, sont parvenus à mettre des points au tableau, mais trop peu, trop tard, les Falcons qui se sauvent avec la victoire. Ouais, exact. T'sais, moi, même malgré toutes les blessures, j'avais pris les Bucks quand même parce que Baker Mayfield fait marcher absolument tout le monde au poste de carrière. Remonter en fin de match chez les Bucks. Je pense pas que le score final indique réellement l'allure du match parce que les Falcons ont été en plein contrôle toute la rencontre. Kirk Cousins était incroyable avec 4 passes de toucher encore. Kyle Pitts a été bon, 2 touchés. Bijan Robinson aussi, combiné, je pense que c'est plus de 100 verges, quelque chose comme ça pour Bijan Robinson. Mais les Falcons, encore une fois, quand je les prends pas, ils gagnent, puis quand je les prends, ils perdent. Fait que je sais pas où m'en aller avec les Falcons d'Atlanta, mais grosse victoire sur la route. Effectivement, je pense que de mon côté également, là, j'avais pris les Buccaneers. C'est très très rare que je prends les Falcons, mais là, peut-être que la semaine prochaine, là, je vais avoir changé mon fusil d'épaule. Un match qui assurément aura retenu l'attention, surtout en fin de match avec le fameux Hail Mary orchestré par Jaden Daniels qui a couru de droite à gauche en fin de rencontre. Pendant qu'un des joueurs défensifs des Bears est en train de narguer les partisans à Washington, il s'est vite ressaisi. Puisque les Commanders, non seulement l'ont emporté, mais que le clown qui est en train de baver les partisans de Washington est la cause de la victoire des Commanders. Écoute, je vais essayer de me retenir pour pas péter un plomb comme Murphy tantôt après les arbitres de la LNH, mais... Moi, j'en reviens pas. Je vais mettre la mise en scène. Est-ce que tu as vu la séquence? Oui. Tyreek Stevenson en défensive. Écoute, les Bears de Chicago orchestrent une remontée en deuxième demi. On faisait absolument rien. Là. Caleb Williams, match atroce. On n'avait pas de toucher. On va chercher 2 touchés, dont un en fin de match. Il reste 25 secondes au match.
Les Commanders réussissent à remonter un petit peu le terrain. On est environ à la mi-terrain. Le jeu démarre. Pendant que le jeu démarre, Jaden Daniels tourne à gauche, à droite. Pendant que le jeu démarre, il y a Tyreek Stevenson qui est en train de narguer la foule pendant que le jeu continue. Là. Nargue la foule. Ensuite de ça, il a fait 3 erreurs dans ce jeu-là. Premièrement, je ne sais pas à quoi il pensait de faire ça. Deuxièmement, quand il voit que Jaden Daniels s'en va craquer sa bombe pour le Hail Mary, il part à courir. Au pire, reste à l'extérieur du jeu, c'est pas grave. Il part à courir, saute, tasse tout le monde en sautant dans son élan parce qu'il était juste pas placé en dessous du ballon. Saute, deuxième erreur, tasse tout le monde. Troisième erreur, au lieu de taper le ballon, faire la claquette, Et le pop taper le ballon, il essaie d'aller chercher l'interception en plus. Il fait juste la popper dans les airs en essayant de l'attraper. Ça tombe dans les mains du receveur de passe. J'avais noté son nom, Noah Brown, qui a fait le catch pour les Hail Mary. Du côté des Commanders, j'en venais pas. 3 erreurs sur le même jeu. Après ça, en conférence de presse, après sur Twitter ou je sais pas quel machin sur Internet, il s'en va dire ses excuses en disant que ça ne se reproduira plus. Si je suis entraîneur, c'est absolument certain que ça ne se reproduira plus parce que la prochaine game, c'est clair qu'il est dans les estrades de mon côté. Il va regarder ça avec ses chums des Commanders en train de boire de la bière dans les estrades. C'est officiel que ce gars-là joue pas. Peu importe c'est quoi le nom, peu importe le salaire qu'il fait, peu importe la qualité du joueur, c'est sûr qu'il faut que tu passes un message. Là. Tu peux pas laisser ça aller. Tu sais, avant que le jeu arrive, tu veux narguer le monde pendant le caucus, etc., c'est correct. Là. Ben, il a fait ça pendant le jeu, là, pendant que ça se jouait. Moi, j'en sais. Et la réaction en fin de match de Caleb Williams voulait tout dire. Oui, absolument. C'est magistral, mais quand même. Écoute, faut que tu ailles chercher ça pour ton carrière. Là. C'était la confrontation, le choix de première ronde, premier au total, contre le choix de première ronde, deuxième au total. Caleb Williams revient contre Jaden Daniels, chapitre 1. Caleb Williams perd ça. Chapeau à Jaden Daniels en passant plus de 300 verges par la passe. Mais quand même, on avait la victoire dans les mains et on s'en va déconner comme ça en fin de match. Honnêtement, c'est impardonnable. Surtout que les Commanders sont une très, très bonne équipe. Ça aurait été une victoire absolument incroyable pour les Bears de Chicago sur la route. J'étais convaincu que les Cowboys de Dallas, qui avaient eu une semaine de congé, auraient sorti en grand contre les 49ers amochés de Brock Purdy. Mais non, le surprenant, le légendaire Brock Purdy a ramené son équipe au sommet de la victoire avec une victoire de 30-24 aux mains des Cowboys. Et là, rien ne va plus du côté de Dallas. Non, exact. Rien ne va plus. Puis j'avais changé mon vote pour les Cowboys parce que je croyais que Deebo Samuel ne participerait pas à ce match-là. Finalement, à la dernière minute, décide de participer à ce match-là. Et une chance qu'il l'a fait. 4 réceptions, 71 verges pour lui. George Kittle, l'ailier rapproché, 6 réceptions, 128 verges, une passe un touché par la passe. Il était temps que Brock Purdy réussisse à connecter comme fois avec George Kittle. Brock Purdy, excellent match. Plus de 300 verges combinées, 2 touchés combinés. Dak Prescott, écoute, subit 2 interceptions. Il est tout seul avec CeeDee Lamb. Écoute, son receveur de passe, CeeDee Lamb, numéro 1, là, 13 réceptions, 146 verges, 2 touchés. CeeDee Lamb a eu le match de la fin de semaine pour tous les receveurs de passe là, dans toute la ligue au complet. On réussit à perdre quand même. Pourquoi? Parce qu'on est unidimensionnel. On avait les débuts de Dalvin Cook avec les Cowboys de Dallas. Hier, on voit que Cook est vraiment en fin de carrière. Un peu comme Ezekiel Elliott, on n'est pas capable d'aller chercher des munitions. On a fait un mauvais repêchage parce qu'on aurait dû aller chercher davantage de ressources là, comme porteur de ballon. Il faut absolument faire ça l'année prochaine, sinon on va perdre la fenêtre Dak Prescott. 100% d'accord, là. Si on veut pas qu'il commence à se faire tard du côté des Cowboys, là, il va falloir agir rapidement. Est-ce que tu crois encore, là, on n'a aucune défensive. Après 8 semaines, est-ce que tu crois encore aux éliminatoires pour les Cowboys? Oui, ben leur fiche, est-ce que tu as leur fiche sous la... 3-4. 3-4, écoute, oui, mais on a des lacunes énormes. Si on fait les séries éliminatoires, on va se faire sortir direct en partant. Là, on a trop de lacunes. Est-ce que j'y crois? La semaine prochaine, est-ce qu'on joue? La semaine prochaine... Oui, on joue contre les Falcons d'Atlanta à Atlanta. C'est pour ça que je mets les Falcons gagnants. Cette fois-ci, il ne faudra pas commencer à se creuser un trou. Il faut absolument que tu rebondis
contre les Falcons d'Atlanta. Sinon, la course aux séries, ça va être très, très, très difficile chez les Cowboys. Là. Ça, c'est sûr. 100% d'accord. Il est maintenant le temps, Pierre-David, d'aller vers nos top 5, le fameux Power Ranking du meilleur top 5 et du pire top 5 des fameux Maxo 6 dans la NFL. Quelques changements de mon côté, là, au niveau du top 5, et j'ai bien hâte de t'entendre. Écoute, mon ancien top 5, c'était Chiefs, Ravens, Lions, Vikings, Bills. Ouais, moi j'avais... Mon nouveau... Moi, j'avais Ouais, vas-y. KC, Ravens, Lyon, Bills, Vikings. Donc, on avait les mêmes 5, sauf le 4 et 5 qui s'alternaient. Exact. Je dois garder les Chiefs, ça c'est certain, en 1. Ouais. Je commence à te Les Ravens, pour moi, c'était hissé au deuxième rang parce qu'on défonçait tout le monde au sol. On était rendu dans une séquence absolument incroyable. Mais pour moi, on est déjà à notre 3e défaite à cause qu'on a vraiment mal commencé la saison. Les Ravens, avec cette défaite-là, qu'on n'aurait pas dû subir contre les Browns de Cleveland, même si les Browns se sont ralliés derrière la cause de leur carrière. Pour moi, les Ravens ont trop de défaites pour rester dans ce power ranking-là. À cause, même si on était 2e la semaine dernière pour moi, à cause de la qualité des équipes que je vais vous présenter. Chiefs en 1, les Lions en 2 avec la grande victoire qu'ils ont connue la semaine dernière. Après ça, au 3e rang, une équipe qui était à 3 victoires, qui ont 3 victoires de suite, aussi une grosse victoire contre le Tennessee. Les Bills de Buffalo, pour moi, sont 3e. Ensuite de ça, en 4 et 5, c'est 2 nouvelles équipes. Je sors les Ravens, je sors les Vikings qui ont 2 défaites de suite. Les Vikings n'ont pas réussi à rester dans mon top 5. C'est les Packers de Green Bay, pour moi, avec 4 victoires consécutives, se hissent au 4e rang. Et qui d'autre que les Steelers? 3 victoires de suite pour les Steelers de Pittsburgh, pour moi, rentre au 5e rang. Russell Wilson, encore une solide performance cette semaine. Ça fait 2 solides performances au début. J'avais critiqué, c'était les Steelers de mon Justin Fields à moi, mon boy. Mais là, je suis obligé de m'arranger pareil derrière Russell Wilson. Et les Steelers de Pittsburgh, pour moi, rentrent au 5e rang. Très intéressant, très intéressant. Moi, j'ai fait quelques petites corrections là, pendant que je t'écoutais. J'étais plus ou moins satisfait là, d'une position. Premièrement, comme j'ai dit la semaine dernière, j'avais KC, Ravens, Lyon, Bills, Vikings. Et en 6 et 7, j'avais Houston et les Commanders. Voici mon top 5 de cette semaine après la semaine numéro 8. KC, les Bills, les Lions, les Steelers, les Texans, qui, avec la lourde perte de Stephon Diggs, là, me font peur un petit peu. Mais bon, à 6 et 2, on continue de gagner. J'installe Houston au 5e rang. Ensuite, j'ai mis 6e là, à FNAF, Green Bay et Washington, les Commanders qui, malgré un match plus ou moins difficile contre les Bears, continuent d'accumuler les victoires. Et en 7e position, là, j'ai mis à FNAF, Vikings, Ravens. Donc, les deux sont sortis du top 5. Mais si les Ravens gagnent prochainement, là, pourraient facilement revenir dans le top 5. J'aime tes choix avec Houston. J'aime ton choix avec Commanders. J'adore les Commanders de Washington cette année, Jayden Daniels. Houston, je les mets 6e. Je fais attention. Nico Collins encore la semaine prochaine, pas là. Ensuite de ça, ça me fait un petit peu peur. Puis Stephon Diggs finit pour l'année. Ça va être à vérifier si on est capable de survivre. Ouais, exactement. C'est pour ça que je les ai mis 5e. Mais je serais pas étonné si la semaine prochaine je les descends. Malgré qu'on affronte les Jets de Winnipeg. Les Jets de New York la semaine prochaine. Ça va être à suivre. Top 5 des pires Max 6 maintenant. De ton côté, quels sont tes choix? Ben, écoute, j'avais comme choix, ça aussi, ça a changé de mon côté. J'avais les Panthers en 1, les Pats en 2, les Titans en 3, j'avais les Browns de Cleveland en 4, j'avais les Saints en 5. Pas besoin de te dire que ça a changé quand même, surtout du côté des Pats et des Browns. Mon top 5 cette semaine, c'est les Panthers en 1. Ça, je pense qu'ils vont rester là probablement le reste de la saison. En 2, écoute, on est tellement mauvais chez les Titans, ça n'a aucun bon sens comment on est pourri. Prennent la place des Pats. Les Pats, pour moi, qui sortent du top 5. Pourquoi? Parce que grosse victoire contre les Jets. Non, mais grosse victoire contre les Jets. Donc, qui j'insère dans le top 5? Les Jets. Hey, je veux juste te Les dire Jets. que la semaine passée, tu disais que les Pats, c'était l'une des pires équipes dans la NFL. Tu viens me dire, à moins que tu les enlèves de ton top 5. Exact. Bien chez Oui, nous, mais là. tu vas chercher un 25 points contre Aaron Rodgers
C'est qui, les gars? Aaron Rodgers, Davante Adams. Après ça, c'est tous les receveurs de passe finis qui est là-bas. Mais qu'on met là-dedans, on va chercher une grosse victoire. Les Jets en 3, les Giants en 4. Les Giants en 4, on est vraiment poche. Puis là, tu vas comprendre pourquoi les Pats sont pas là. Parce que les Saints, avec 6 défaites de suite, Spencer Rattler, c'est vraiment difficile. Honnêtement, ça n'a pas de bon sens non plus. Bonne nouvelle chez les Saints, Derek Carr devrait revenir lors du prochain match contre les Panthers de la Caroline. Donc, voilà ce qu'il y en est de mon top 5. J'ai retiré les Browns parce que, écoute, c'était tellement beau à voir. On a battu les Ravens de Baltimore quand même. Mérite de sortir de ce top 5-là. Et chez les Pats, ben là, j'ai ma 6e. prête à prendre la place des Saints, hein? En passant, les Saints, mais qui gagnent avec Derek Carr, ben les Saints vont sortir de là. Les Pats risquent de rentrer. De mon côté, la semaine dernière, j'avais la Caroline, les Pats, les Browns, les Titans et les Giants. En 6 et 7, j'avais les Jags et les Dolphins. Maintenant, Caroline premier, les Giants deuxième, les Pats qui descendent d'une coche, donc maintenant troisième, les Giants au 4e rang, les Titans qui sont au 5e, et j'ai mis 6e. Comment les Titans peuvent s'avoir fait défoncer 31-10 puis ils partent du 3e au 5e rang? C'est vrai, j'avais mis les... C'est parce que j'ai oublié... Quand j'ai fait mon top 5, là, j'ai pas regardé ma feuille la semaine dernière. Mon erreur. Donc, pour rattraper mon erreur, je vais remettre les Titans 4e. Je les bougerai pas de là. Les Giants 5e, ça fait plus de sens. Et au 6e, j'ai mis à FNAF là, les Jets et les Saints. Parce que pour moi, là, les Jets, c'est ben, morale de l'histoire, quand on est poche, on est poche. Fait on peut être où on veut là-dedans, on est poche pareil. Ça n'a aucun sens. Maintenant, les prédictions de la semaine numéro 9 qui débutera jeudi le 31 octobre prochain, soir de l'Halloween, entre les Texans et les Jets à New York. De mon côté, les Texans vont l'emporter. Ouais, écoute, pour garder mon surnom de Thursday, et là je parle pas de l'ancien bar à Montréal que j'aimais aller, mais surtout pour les prédictions au football. L'année passée, j'avais 3 défaites le jeudi soir. J'ai déjà atteint mon plateau de 3 défaites. Il faut pas que j'aille plus que 3 défaites pour l'année. Je dois plus en perdre. La pression est là. Les Texans vont remporter ce match-là malgré l'absence de Nico Collins et Stephon Diggs. Il y en a d'autres qui vont se lever si Jay Stroud est trop bon. Ouais, je suis 100% d'accord. Les Falcons vont recevoir les pauvres Cowboys de Dak Prescott et l'emporteront à domicile. Et là, pour la première fois de la saison, j'espère prendre les Falcons et j'espère que les Falcons vont gagner. Un match intéressant entre Bo Nix et Lamar Jackson, mais j'ai l'impression qu'en direct de Baltimore, les Corbeaux vont se réveiller et les Ravens vont l'emporter dans un match chaudement disputé offensivement. Il faut pas s'endormir sur les Broncos qui ont une très très bonne équipe cette année, là, et ça a été une solide surprise à ma part. Mais les Ravens de Baltimore, écoute, on a perdu la semaine passée contre les Browns, c'est sûr qu'on se fait pas avoir 2 fois de la même manière. On va battre les Broncos de Denver. Tua Tagovailoa qui va visiter Josh Allen et les Bills à Buffalo. Et les Bills l'emporteront à la maison. 100% d'accord. Les Panthers de la Caroline vont affronter les Saints en direct de la Caroline, où les Saints retrouveront Derek Carr. Exact. Ben, fort probablement Derek Carr. Ça reste à confirmer. Ouais, là, dans tous les cas, pour moi, là, j'ai mis les Saints. J'ai mis les Saints. Je vais te suivre là-dessus. Écoute, je vais prendre des Saints aussi, ouais. Mais ça se peut, écoute. Écoute, honnêtement, si Derek Carr est pas mauvais, là. Ah, mais là, quand même. Écoute, on a juste Alvin Kamara, là. Si Derek Carr est pas là, honnêtement, si les Panthers perdent ça, on gagnera pas un match pour le reste de la saison chez les Panthers si on n'est pas capable de battre cette équipe-là sans Derek Carr. Mais si Derek Carr est là, pour moi, c'est sûr que c'est les Saints, mais je prends les Saints quand même. Sais-tu, moi, de mon côté, si Derek Carr n'est pas là, j'y vais avec les Panthers. Je t'ai convaincu avec ça?
Je vais t'avouer que même avant que tu me parles de ça, j'étais indécis sur ma feuille. C'est un des matchs que j'étais comme, est-ce que je vais avec Sam Darnold d'un côté ou Rattler de l'autre bord? Là, je comparais les statistiques des derniers matchs, puis... Sam Darnold, c'est Bryce Young. Bryce Young. Sam Darnold. Pourquoi j'ai Ouais. dit Bryce Young? Ah, Bryce Young est revenu? C'était pas Bryce Young. Ouais, ben la semaine passée, ils ont réinséré là, Bryce Young là, pour. Oubliez ça. Oubliez ça. Mon choix demeure les Saints de la Hey, Nouvelle-Orléans. C'était le premier choix overall l'année passée. Ouais, je t'en donne, moi, des premiers choix qui ont l'air de Bryce Young. Bryce Young, c'est vraiment pas convaincant, là. Finalement, je conserve les Saints. Raiders, Bengals. Est-ce que les Bengals vont finalement être capables de l'emporter là, à Cincinnati contre les Raiders? Je pense qu'on a plus le choix, là. Pour clore le sujet, Bryce Young, parce que je n'avais pas fini, un jour, tu sais qu'il va gagner un match. Un jour. Oui, il va Mais- gagner un match, mais ça va être probablement le seul de la saison. Fait On est rendu où, là? que- Les Raiders contre les Raiders, Bengals. Écoute, Joe Burrow est bon. C'est ça qui me fait capoter, c'est que Joe Burrow est bon, mais, mais le reste du club est vraiment pourri Ouais, chez mais les c'est ça. Bengals. Non, mais pour moi, il faut un changement d'entraîneur. Ouais, mais ça a au-delà pas de du sens, là. changement d'entraîneur, est-ce que l'équipe Non, va changer ensuite? Il faut que tu t'améliores défensivement. On a des outils quand même offensifs, là, je veux dire, chez les Bengals. Je vais prendre les Bengals parce qu'on est à Cincinnati quand même. Les Raiders, ça va pas bien non plus. Quoi qu'on reste dans les matchs chez les Raiders, mais écoute, je peux pas concevoir qu'on va perdre ça. Là. Je suis allé avec Je les vais avec les Bengals également, là, avec l'avantage du terrain. Chargers, Browns, Jameis Winston contre Justin Herbert. Si je me trompe pas, Herbert est bien présent ou il est blessé? Ouais. Il est Non, là. non, il est là. Quelle est ta prédiction? Ça va être un bon match, ça? Écoute, les Browns sont pas si poches pour vrai. Ils ont pas une bonne fiche, mais je vais avec une long shot ici. Les Browns de Cleveland à domicile. Oh, on va voguer là, sur un élan de positivisme à Cleveland, ce qu'on n'a pas vécu depuis Joe Flacco l'année passée. Moi, je pense qu'on peut vraiment répéter l'exploit de Joe Flacco l'année passée. J'y vais avec Jameis Winston et les Browns de Cleveland dans ce match-là. Je rentre dans le train des Browns, peut-être juste pour une semaine. Et... J'ai Quelle belle mis... histoire. On veut une histoire. Non, mais on veut une histoire à la Joe Flacco de l'année passée avec Jameis Winston et les Browns. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, là, mais. Ouais, non, ben écoute, c'est sûr que si tu regardes les matchs que les Browns ont joué contre les Ravens, Exact. ça a été une solide prestation. Sais-tu, je vais te suivre. J'avais mis les Chargers, mais je vais te suivre. J'y vais avec les Non, mais- Browns, moi, avec. C'est un bon choix, pareil, les Chargers. Ils ont gagné quand même leur match la semaine passée. Je sais qu'on n'a pas parlé, mais serré quand même sur la route. Ouais, mais si Jameis Winston peut remettre un peu les Browns là, sur la bonne voie, on a une bonne équipe défensive, on a des bons receveurs à l'attaque, on avait un corps arrière jambon, on va le dire ainsi. Les joueurs ne voulaient pas jouer pour lui, là. Ah, ben, exactement. C'est supposé être ton capitaine, ton carrière, puis c'est la pire pourriture qu'il n'y a pas dans la NFL, là, tu sais. Donc, je vais y aller avec les Browns également. On va faire un petit peu plus rapide. Le Washington Giants de mon côté, Washington. Où est-ce que j'ai ce match-là? Ben, j'avais Washington aussi. Ouais, Washington sur la route. Patriot Titan, on va y aller avec les Pats. C'est vrai que là, ça suivrait pas mon power ranking. Hein? Allez, si tu Là, me dis c'est les Jacoby Titans, Brissett. pour vrai, je coupe le live maintenant. Je change mon choix. T'avais-tu On mis s'en les va Titans pour vrai? On s'en va avec les pattes. J'avais mis les Titans, j'en reviens pas. Ok, les Bears contre les... les Bears contre les Cardinals de l'Arizona. Ça peut être un bon match, dépendant de ce que les Bears et Caleb Williams vont donner sur le terrain, mais on dirait que Mais moi, Kyler je pense Murray que- et les Cardinals sont en confiance, là. Ouais. J'aimerais tellement que les Bears gagnent ce match-là. Honnêtement, je pense que dans mon fond intérieur, je vais voter pour les Bears, mais je vais prendre les Cards quand même. Il y a quelque chose qui se passe là. Kyler Murray renaît de ses cendres. Il y a quelque chose qui se passe là, chez les Cardinals cette année. Je vais avec eux là. 100% d'accord. Cardinals pour moi également. Jags, Eagles pour moi. Les Eagles l'emporteront à Philadelphie. Les Lions, les puissants Lions qui affronteront les Packers de Green Bay. Probablement l'un des matchs les plus chaudement disputés de ce dimanche, semaine 9. Et les Lions
seront 7-1 après cette rencontre à Green Bay. C'est le match de la fin de semaine. Je vais pour les Lions aussi parce que j'adore les Lions. Je suis juste incapable de voter contre eux. Je serais pas surpris que les Packers gagnent ça à Green Bay. Là. C'est quand même dur de gagner à Green Bay. Effectivement, les Rams, les surprenants Rams qui l'ont emporté la semaine dernière dans un gros match, vont visiter les Seahawks à Seattle. Et de mon côté, j'ai pris les Rams un peu douteux là, dans mon choix. Moi qui aime quand même bien les Seahawks. Mais je vois pas comment les Rams pourraient manquer le bateau là, avec un gros match là, qu'ils viennent de disputer lors de la semaine 8. Ouais, t'as raison. Je vais pareil avec les Seahawks, au moins qu'on n'ait pas un match, qu'on ait un match de différence. Les Colts d'Indianapolis vont visiter les Vikings au Minnesota. Et là, les Vikings vont revenir sur la bonne voie et vont l'emporter contre les Colts d'Indianapolis. Ah, il faut parce que si moi je vais aussi avec les Vikings, mais si on perd ça contre les Colts, le bouton panique pour moi est enclenché chez les Vikings, il faudra faire quelque chose. Les Buccaneers, le match du lundi soir. Les Buccaneers à Kansas City pour y affronter les Chiefs, toujours invaincus, avec un dossier de 7 victoires, 0 défaites. Quelle est ta prédiction? On est trop décimé par les blessures chez les Bucks. On l'a vu la semaine passée, on a manqué de gaz un peu. Les Chiefs invaincus, match du lundi soir à Kansas City. Les Chiefs gagnent. Sais-tu? Tu t'en vas. Je vais mouiller, je vais mouiller, moi. Je vais mouiller. Les Buccaneers de Baker Mayfield vont l'emporter à Casey. Pour vrai, au-delà des blessures chez les Bucks, on est capable de mettre des points au tableau. Chez les Chiefs, on gagne nos matchs à l'arraché. Souvent, en fin de match, on a de la misère. On n'est pas constant là, dans nos corps. Là. Il y a des longues séquences, on met pas de points au tableau. On sort de là comme si de rien n'était. On enchaîne des... Les Chiefs ont possiblement, cette année, là, je pense que j'aurais pas dit ça il y a 2 ans ni l'année passée, mais les Chiefs ont possiblement une des meilleures défensives de la NFL, puis je me demande comment les Bucks, avec une attaque aussi décimée, vont réussir à les battre. Mais les Bucks nous habituent par contre à certaines victoires un peu de la sorte, là, qu'on est désavantagé, on a un genre d'esprit là. La semaine passée, maléfique. j'ai remporté mes prédictions. Je vais pogner ce gars-là cette semaine. Oui, absolument. Puis je vais y aller avec les Bucks. Je suis pas mal Il y a un sûr club que- qui est capable de le faire. Si quelqu'un, il y a une personne qui est capable de faire ça, c'est Baker Mayfield et les Bucks qui sont capables d'aller chercher quand même des victoires comme ça. Je vais parier avec les Chiefs. 100% d'accord. Puis à David, ça a été un gros show encore une fois. Et on se revoit la semaine prochaine pour un autre segment sur le terrain 100% NFL. Ciao. Et on accueille, mesdames, messieurs, maintenant votre voix mielleuse. À votre échec avant, Cédric Paquette pour le segment premier et les buts, le segment 100% NFL. Cédric, bon retour. Ben merci. Cédric, on n'a pas été là pour les 2 dernières semaines dans la LCF et avant de mettre la table pour les demi-finales dans l'Ouest, je pense qu'en 20 minutes, on va avoir amplement le temps de faire le tour. Là. C'est pour ça que je me suis permis d'étirer un petit peu la sauce. Semaine numéro 20, tu as tes prédictions avec toi. On avait dit, on avait le match Calgary-Hamilton. Qui avait dit quoi? Là, je me rappelle plus pas en tout. Pour la semaine 20, j'avais dit Hamilton, toi t'avais dit Calgary et Hamilton l'a emporté 42-20. Donc une autre dégelée pour Calgary qui en arrache, qui ont continué d'en arracher. Là, on va voir à la semaine 21, on finit ça avec une victoire, mais qui en ont arraché pendant une bonne dizaine de semaines d'affilée, si je me trompe pas. Ouais. Donc ça finit pas mieux la saison, là, même avec une victoire là, qu'on va repasser dessus, comme j'ai dit, la semaine 21. Là. Un duel important entre les Argos et le Rouge et Noir d'Ottawa. Une victoire de Toronto 38-31. Et quelles étaient les prédictions? J'avais pris Ottawa et t'avais pris Toronto, donc t'as eu raison pour celle-là, le Toronto qui s'assurait avec cette victoire-là d'avoir l'avantage du terrain en demi-finale de l'Est. Le match où les deux, on va savoir tromper, c'est celui entre les Alouettes et les Lions. Avant de passer à la semaine 21, premièrement, est-ce que tu as regardé un peu le match des Alouettes contre les Lions? Malheureusement, j'ai pas pu le regarder du tout, mais c'était pas un énorme match là, des Alouettes, ça a été très difficile. C'est Davis Alexander là, qui a pris part à ce match-là, puisque
Cody Fajardo était encore absent suite à la naissance de son fils. Donc, le premier match, je dirais, difficile pour Davis Alexander, qui a connu des très bons départs là, en remplaçant Cody Fajardo depuis le début de la saison lorsqu'on lui a donné l'opportunité. Donc, un match difficile pour lui, un match à oublier pour les Alouettes. Là. Ouais, assurément, le Davis Alexander, si on regarde, c'est 11 en 16, 67 verges, aucune passe de toucher, aucune interception. Son vis-à-vis, qui était Vernon Adams Jr., 26 en 36, 385 verges, 2 passes de toucher et 2 interceptions à son retour au stade Percival Molson. Semaine 21, Rouge et Noir, Hamilton. Le Rouge et Noir qui l'a remporté 37-31. Et quelle était la prédiction? On avait tous les deux Ottawa dans ce match-là. Parfait. Un match chaudement disputé entre Edmonton et Toronto. Edmonton qui l'a emporté en prolongation 31-30. Je sais pas qu'est-ce qui t'avait pris quand on a fait nos prédictions, mais t'avais pris Edmonton contre Toronto. Donc, t'as eu raison. J'avais pris Toronto, là, fin de la saison, dernier match. Je suppose que suite à leur victoire contre Ottawa, ça avait confirmé leur avantage du terrain. Donc, on n'a peut-être pas envoyé tous nos meilleurs joueurs du côté de Toronto là, pour le dernier match de la saison. Je pense qu'on a voulu les reposer. Donc, oui, effectivement, là, c'est Nick Arbuckle là, qui a été le corps partant qui a quand même bien fait, là, 23-32. Donc, on a gardé nos meilleurs atouts sur le banc pour le dernier match, mais quand même chaudement disputé une belle victoire pour clore la saison là, pour Edmonton. Les Alouettes ont encaissé un deuxième revers consécutif avant de terminer la saison dans un jeu un peu inusité en fin de rencontre. Le vent qui s'est levé, le botté du botteur des Alouettes qui s'est reviré contre lui. Pour un botté qui était supposé d'être de plus de 50 verges, s'est retrouvé un botté d'environ, là, on va dire, 25-30 verges, ce qui a permis à Winnipeg d'y aller d'un placement pour une tentative de 3 points et se sauver avec la victoire en fin de match. Le coach Jason Maas était complètement hors de lui à la fin du match. Quand il s'est entretenu avec Didier Arméjuste, il a dit avoir su, j'aurais jamais pris mon temps d'arrêt, à savoir que le match aurait reviré ainsi. Puis honnêtement, le vent est sorti de nulle part là, dans cette rencontre-là. Là. Ouais, c'est malheureux. C'est un coup de malchance à la fin du match là, pour perdre ça par 1 point sur le dernier jeu du match. Littéralement sur un coup de vent. Là. C'est vraiment dommage. Mais on s'est bien battu jusqu'à la fin du côté des Alouettes. On menait le match dans le fond jusqu'à la fin. Puis c'est dommage de perdre ça, surtout que là, dans le fond, c'est encore un rematch de la Coupe Grey de l'année passée et Winnipeg se sont assurés d'être en finale de l'Ouest. Donc les chances seraient du côté que ce soit Montréal-Winnipeg encore pour la Coupe Grey cette année. Donc idéalement, tu veux toujours gagner le match avant, essayer de gagner la confiance puis le momentum. Donc on va voir comment ça va impacter le reste là, des séries pour ces deux équipes-là. Saskatchewan, Calgary, les Stampeders l'ont emporté contre la Saskatchewan pour bien terminer leur saison qui honnêtement avait bien débuté et a terminé par un enterrement dans une tombe au cimetière de Calgary malgré une victoire. Ça a été quoi nos prédictions? On avait tous les deux pris Saskatchewan, là, je pense, sans grande surprise. Saskatchewan qui était quand même assez solide depuis un bout et Calgary qui avait beaucoup de difficultés. Donc Calgary qui s'en tire avec une belle victoire en fin de saison, mais Saskatchewan là, qui garde leur place en série éliminatoire malgré la défaite en fin de saison. Allons rapidement vers le résumé des classements dans l'Est et dans l'Ouest. Montréal qui termine la saison avec 12 victoires, 5 défaites, 1 nulle, 25 points. Les Argos au deuxième rang, 10 victoires, 8 défaites, 20 points. Le Rouge et Noir, troisième à 9, 8 et 1 pour 19 points. Et Hamilton, dernier à 7 et 11, 14 points. Dans l'Ouest, eux qui avaient débuté à 0 et 4, terminent au premier rang. Les Blue Bombers de Winnipeg, 11, 7, 0. 22 points. La Saskatchewan, qui également avait moyennement bien débuté la saison, termine à 9, 8 et 1, 19 points. Les Lions de la Colombie-Britannique, qui avaient bien débuté, ont glissé au troisième rang à 9, 9, 18 points. Edmonton, qui avait mal débuté, a terminé au quatrième rang, 7 victoires, 11 revers, 14 points. Et les Stampeders, qui étaient à 4-0. Au début de la saison, ont eu toute une drop. 5, 12 et 1. Bon, pour le cinquième rang et le dernier rang dans le classement général.
Statistiques, au niveau de la page chez les corps arrière, Drew Brown termine au premier rang. Et oui, Drew Brown à 3959 verges. Jack Mayer, 3841 verges. McLeod, Bethel, Thompson, 3748 verges. Trevor Harris, 3264 verges. Et Cody Fajardo close le top 5 avec 3112 verges. Au sol, Brady Oliveira, 1353 verges. William Stenbach, 1175. Karim Carey, 1060. Miles, 923. Et Ryan Amstead, 862 verges. Au niveau des réceptions maintenant, McInnes, 1469 verges. James Hardy, 1343. White, 1164, pardon. Dunbar Jr., 1159 verges. Et Reggie Bedgelton, 1150 verges. Si on va maintenant vers les demi-finales, d'association dans la LCF, dans l'Est, duel rouge et noir, Argonauts. Ça va être un match chaudement disputé entre les deux clubs. Et j'ai bien hâte de t'entendre là-dessus. Duel entre Drew Brown et Chad Kelly. Ça va être 2 matchs, là, les demi-finales d'association, qui vont être très durs à prédire. Ça pourrait aller des deux côtés dans ce match-là. 2 équipes qui ont été très proches au classement toute la saison. Ottawa qui a eu un meilleur début de saison, mais depuis le retour de Chad Kelly, le Toronto, ça va vraiment très bien. Donc, si on regarde même la semaine dernière, les deux équipes jouaient contre des équipes de bas de classement. Toronto l'a échappé, donc c'est sûr qu'on va vouloir se reprendre par rapport à ce match-là. Surtout, là, vu qu'on a l'avantage du terrain, on ne voudra pas décevoir nos fans à la maison. Donc, moi, je vais me ranger du côté de Toronto pour cette demi-finale-là. Donc, je m'attends à voir Toronto contre Montréal en finale de l'Est. Ce qui a fait mal au Rouge et Noir dans les dernières semaines, c'est le manque de points au tableau. Si on enlève le dernier match où on a inscrit 37 points et peut-être la rencontre numéro 20 là, dans la défaite de 38-31 contre les Argos, c'est 12 points, 16 points, 12 points, 21 points. Et si on se rend à la semaine 14, c'était la dernière semaine où on avait mis plus de 21 points au tableau, soit 41. Et ensuite, on retombe dans une dizaine de 12 points. Les Argos mettent des points au tableau constamment à chaque rencontre, malgré des défaites. Donc, de mon côté également, là, je m'arrange du côté de Chad Kelly et les Argos. C'est important aussi de noter, là, tu parles des points qu'on met pas au tableau là, pour Ottawa. C'est aussi un différentiel négatif là, qu'on s'est rendu jusque-là. Depuis le début de la saison, on a accordé 488 points pour seulement en avoir marqué 443. Donc, Toronto là, qui a plus de points marqués que toute la ligue, là, c'est ceux qui ont le plus de points avec 514. Donc, ça va être difficile pour une défensive qui a un différentiel négatif d'arrêter la meilleure offensive de la ligue là, sur papier là, au niveau des points marqués. Duel entre les Lions de la Colombie-Britannique et les Rough Riders de la Saskatchewan. Duel entre Trevor Harris et Vernon Adams Jr. J'ai bien hâte de t'entendre sur cette prédiction. Mais comme j'ai dit pour le match de l'Est, je pense que c'est un match qui va être très serré. C'est un match qui est difficile à prédire. Lors de leur dernière rencontre entre eux, Saskatchewan a écrasé les Lions 39-8. Donc, c'est quand même intéressant de voir qu'est-ce qui va changer pour ce match-là. Il y a quelque chose qui me dit de me ranger pour BC dans les séries. Je ne sais pas pourquoi. Saskatchewan qui a fini là, un rang plus haut que BC, mais c'était grâce à une nulle là, qui ont eu un point là-dessus. Donc là, c'est sûr que si je me souviens bien, c'était Nathan Rourke qui a perdu ce match-là là, que je viens de mentionner. Exactement, c'est ce que je venais d'aller voir. C'est Nathan Rourke qui était le corps arrière partant contre les Rough Riders dans la dégelée des Rough Riders contre les Lions. Donc, je pense que Vernon Adams va être capable d'une meilleure performance. C'était quand même lui l'homme de confiance avant sa blessure, avant le retour de Nathan Rourke, là, tout au même moment. Donc, je vais me ranger du côté des Lions de la Colombie-Britannique. Je ne serais pas surpris du tout de voir la Saskatchewan l'emporter. Les Lions l'ont emporté contre les Alouettes aisément au stade Percival Molson dans un match catastrophique pour les Alouettes avec la performance là, de Davis Alexander qui a été
difficile, on va le dire ainsi. Les Lions ont eu une semaine de congé dans la semaine numéro 21, n'ont pas disputé de match, ont donc une semaine de plus au niveau du repos, ont eu le temps de parler stratégie, ont eu le temps de s'entraîner, de soigner les bobos. Les Lions vont l'emporter contre les Rough Riders. Ce qui va donc nous amener la semaine prochaine à mettre la table au final de l'Est et au final de l'Ouest. On vous l'avait dit, le segment LCF allait être un court segment, comme il n'y avait pas grosse prédiction. Et on a amené en rafale là, la semaine 20 et la semaine numéro 21. Présentement, le Canadien qui affronte le Kraken de Seattle. Et jusqu'ici, ça va pas bien. C'est 4-0 pour... 4-1 maintenant là, pour le Kraken. Jamie Olesiak, Ryan Evans, Jaden Schwartz, Oliver Bjorkstrand et Cole Caulfield qui poursuit sur sa lancée avec un 9e but. Cette saison en 10 rencontres. Cédric, merci beaucoup d'avoir été là ce soir. Merci de me recevoir. Mesdames, messieurs, en mon nom et celui de toute l'équipe, passez une excellente fin de soirée et on se dit à la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast Échec Avant. Ciao! Robidoux vers Duguay. Duguay attend patiemment. Vers Robidoux, un tir! Un but! Jean-Simon! Robidoux, Bidou! Et Jean-Simon Robidoux à la mise en jeu. La mise en jeu, c'est Franciscaise qui s'est roué sur la balle. Attention sur le bord de Robidoux. Franciscaise! Goal! Francis!